Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top des meilleurs films que j'ai pu voir en 2023. Je tiens à préciser plusieurs choses avant de commencer cette vidéo. Tout d'abord, ce sont les films que j'ai vus en 2023 et pas que des films qui sont sortis en 2023. Donc on va retrouver des films de différentes époques. Aussi, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis. Et donc les critiques que je vais faire sont subjectives. Pour faire mon classement, je me suis aidée de l'application Letterboxd, où en fait j'ai sélectionné les films que j'ai aimés, et sur les 222 films que j'ai regardés en 2023, j'en ai aimé 46. La vidéo va se diviser également en plusieurs parties. La première partie, je vais parler des films que j'ai aimés, mais hors classement, parce que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ensuite, on commencera le classement, mais de la 28e à la 11e position, je vais pas m'attarder sur les films. Je vais pas en faire des critiques parce que ce serait beaucoup trop long. Puis on attaquera le top 10 où là pour chaque film que je vais citer, je vais faire une petite critique. Je tiens à préciser également que je ne spoil pas. Je ne spoil pas la fin des films ni les grands retournements de situation. Par contre, pour appuyer certains de mes propos, oui, je vais montrer des scènes des films. Maintenant que vous êtes prévenus, nous allons pouvoir enfin commencer avec les films hors classement. Pour la liste des films hors classement, on retrouve 20 ans d'écart. Il est tard là, non? Je sais pas. Je vais pas me montrer. Il doit bien 2 h du matin. Oui. Merci encore. De rien. Salut. Anne Moi, mon Colère. médecin, je suis allée le voir pour lui en parler. Il m'a envoyé balader. Ouais, bah moi aussi. J'ai même pas osé. Pareil. Mais oui, jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, mais c'est la révolution. Faille. Moi j'ai rendu mon appart ce matin. Mec, de quelle galère tu me parles? On a les clés, qu'est-ce qui se passe? L'appart est incroyable quoi, j'en reviens pas. Mais il donne un putain de génie, mec. D'ailleurs Sam, petit cadeau pour toi. Sérieux? Ouais. Ça me régale. Le jeu de mots, il est cool, là. Merci, c'est trop gentil. L'amour et les T'es forêts. surpris? Hein? On dirait quelqu'un d'autre. Puis je suis pas très franche en général, mais... Ah bon, c'est pas grave, ça repousse. Attends, je t'ai pas vexé au moins? Non, t'inquiète pas, tout va bien. Si, je suis con, c'est n'importe quoi. Adieu. Je cherche un dossier pour un enfant que j'ai dû abandonner sous X il y a longtemps, et je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Vous aidez? Oui. Parce que j'ai vu que vous étiez un type important, affaires internes. Et on m'a dit que c'est par vous, en fait, que... Je suis au support informatique. Ces affaires internes, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec les dossiers sous X. Puis de toute façon, excusez-moi de vous dire ça, madame, mais c'est pas des façons de faire. On kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. Une nuit. Pardon? Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolé, faut une fracture. Je me serais excusé 1000 fois, vous m'auriez quand même fait chier. Le grand Alors, bain. on n'est pas licencié, il n'y a pas de fédération, il n'y a rien du tout. On pourrait, mais il faudrait qu'on écrive une lettre ou plusieurs, et puis il faudrait qu'on l'envoie, on ne sait pas trop où. Et puis en fait, on n'a jamais parlé de ça, parce qu'en fait, on s'en fout. Alors les horaires, c'est en fonction des jours scolaires et du water polo. Revoir Paris. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs? S'il vous plaît. C'est là où mes parents étaient assis. Oh, pardon, je savais pas. Je suis désolée, je me mets là. Second tour. Ta gueule, c'est le connard, bouffe ta merde. Pardon? Non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous. Pearl. No. I'm a star. Come on, I'm sorry. It's time to go. No, I'm a star. Please, I'm a star. I'm sorry. It's time to go. Please, somebody help me. Please help me. Carrie. Vision. Oui, pour moi, c'est là qu'on est vraiment authentique. Le corps ne fait que suivre un réflexe émotionnel. Et tu t'y prends comment? Ça commence souvent par un verre de vin. Les feuilles mortes. Tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin. Miksi te menneet? Nätti likka, hiljainen tosin. Hukkasin puhelinnumeron. Se kieltämättä vähän haittaa. Saat kelvata, vaikka näytätkin heiveröiseltä. Christine.
Le règne animal. Arrête ton cirque, c'est quoi ton problème? C'est pas... LOL. Tes papas, vu qu'il lui a rementi sur ses fréquentations. La mauvaise, c'est que du coup, elle est rentrée plus tôt son week-end avec lui. Qu'on n'avait pas franchement fini de ranger l'appart. Lola! Lola! Et en attendant, Bojangles. Vous avez la jambe bien à l'air. Ah oui, alors comme ça, vous êtes espagnol finalement. Vous êtes aussi le petit-fils de Don Quichotte. Je n'ai pas cette chance. Pas cette chance. Ma mère est espagnole, oui. Et elle a épousé un prince hongrois. Et tous les deux, ils ont migré en Amérique peu de temps avant ma naissance. C'est une explication, enfin, peu au point du bon sens. Passe maintenant au début du classement et on commence avec la 28e position qui est occupée par le film Freaks, un film que j'ai vu pour les cours et j'étais agréablement surprise parce que j'ai adoré. La 27e position est occupée par le film Les Choristes. J'ai adoré l'histoire mais surtout le personnage de Clément Mathieu joué par Gérard Jugnot. La 26e position est occupée par le film La Grande Bouffe. J'ai vu ce film aussi pour les cours et je me souviens avoir passé un bon moment devant. La 25e position est occupée par le film 8 femmes. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est un film d'un réalisateur que j'adore, François Ozon, et surtout on retrouve Fanny Ardant et Isabelle Huppert, deux actrices que j'affectionne tout particulièrement. En 24e position, on retrouve le film L'Homme Invisible. Alors grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à aimer ce genre de film et je remercie mon prof de nous l'avoir montré en cours. La 23e position est occupée par le film La Féline. Alors pareil, j'ai adoré et j'ai d'ailleurs écrit un dossier par la suite sur Jacques Tourneur, donc le réalisateur du film, parce que j'adore comment il amène l'horreur dans ses films, notamment il joue beaucoup sur le son et le hors-champ. La 22e position est occupée par le film Les Têtes Givrées, avec l'excellent Clovis Cornillac. En 21e position, on retrouve Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. C'est un film que je ne vais pas voir d'habitude au cinéma parce que c'est un film plutôt d'action, français en plus, mais ouais, j'ai bien aimé. En 20e position, La Mouche. Alors j'adore le body horror, pour ceux qui ne savaient pas, et évidemment Cronenberg, le maître du body horror, donc je ne peux que aimer ses films. En 19e position, on retrouve le film Mon Roi, que j'ai adoré surtout pour la performance des acteurs. En 18e position, on retrouve le film Les Misérables, que j'ai adoré surtout pour la performance de Damien Bonnard, un acteur que j'ai découvert très récemment, pour certaines raisons que j'énoncerai un peu plus tard, peut-être. Damien Bonnard qui est actuellement au cinéma pour le film Une affaire d'honneur, mais également pour le film qui va bientôt sortir le 31 janvier, Le bonheur est pour demain de Brigitte Si. Peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. En 17e position, on retrouve le film Mandibule. Alors déjà, j'adore les films de Dupieux, et surtout, la performance d'Adèle Exarchopoulos est incroyable. En 16e position, Illusion perdue, un très beau film. Et surtout, depuis sa sortie, je me le mate minimum une fois par an. En 15e position, on retrouve le film It Follows. Je l'ai mis dans ce classement parce que c'est un film que j'ai particulièrement aimé pour son jeu avec le spectateur, parce que le spectateur voit l'horreur arriver, mais les personnages ne voient pas toujours l'horreur arriver, et je trouve ça très intéressant. J'ai également aimé le clin d'œil de La Féline dans ce film. C'est avec la scène de la piscine, je sais pas si vous voyez. En 14e position, alors, je crois que je vais écorcher le nom du film, je suis désolée, mais l'anglais et moi, ça fait 36 000. Knock at the Cabin, grosse claque. J'ai aimé ce film parce qu'il joue aussi sur l'étrange, on est tout aussi perdu que les personnages principaux. En 13e position, on retrouve le film Grave, encore du body horror, et vous allez voir que c'est pas le seul film de Julia Ducournau qu'on va retrouver dans ce top. En 12e position, le film La Baleine. Alors, je me souviens avoir vraiment pleuré en regardant ce film. C'était super émouvant comme histoire et je pourrais le revoir avec grand plaisir. Et la 11e place est occupée par le film Titane, un autre film de Julia Ducournau. On retrouve du body horror, mais j'ai surtout accroché à l'histoire et j'ai hâte de voir le prochain film de Julia Ducournau, qui j'espère sortira cette année, je croise les doigts. Et avant de passer au top 10, j'aimerais faire une mention honorable pour le film Vermine de Sébastien Vanissek, sorti en 2023. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le lien juste ici, et on peut passer enfin au top 10. Trêve de plaisanterie.
Passons aux choses sérieuses. La 10e position est occupée par le film La plus belle pour aller danser de Victoria Bedos, sorti en 2023. Marie-Luce se sent bien seule. Elle est dans un nouveau collège où elle se fait appeler Marie-Sus par les autres élèves, et son père semble plus se préoccuper des pensionnaires à la maison de retraite plutôt que de sa propre fille. Mais Marie-Luce tombe éperdument amoureuse d'Émile, un nouveau dans sa classe. Un jour, elle entend parler d'une fête déguisée chez Chloé. Elle décide de s'y rendre déguisée en garçon pour tenter de se rapprocher d'Émile. Mais rien ne va se passer comme prévu. Si vous êtes passé à côté de cette pépite, mettez cette vidéo sur pause et allez regarder ce film. Les décors sont vraiment prenants. Marie-Luce habite dans une grande maison avec son père qui permet d'accueillir des personnes âgées. J'ai beaucoup aimé cette maison qui est un peu fourre-tout, mais c'est ce qui lui donne de la vie. C'est vrai que cette maison est pleine de vie. De plus, elle est super colorée et c'est ce qui la rend plus chaleureuse. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Marie-Luce, mais aussi la manière dont on la présente dans le film. C'est une élève assez réservée, qui se laisse faire par les autres. Et ça, la mise en scène nous le montre dès le début, avec son style décalé. Elle a un look très coloré qui fait penser à celui des années 80. D'ailleurs, au début du film, je me suis demandé si ça se passait dans les années 80. Bon, il se trouve que non. Dans la séquence où elle arrive dans son nouveau collège, on voit qu'elle fait tache par rapport aux autres élèves qui sont tous en noir. Le jeu d'acteur de Brune Moulin est bien travaillé pour le coup, puisqu'elle joue deux personnages en un, Marie-Luce et Léo. Et j'ai bien aimé comment elle amène l'évolution du personnage de Marie-Luce tout au long du film. Au niveau de la musique, je les ai bien aimées. Je trouve qu'elles accompagnent en douceur les différents moments du film. Par contre, c'est assez dommage qu'on ne retrouve pas la musique originale de Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser. Ils ont utilisé une reprise, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits d'auteur. Certaines musiques sont plus électroniques pour retranscrire l'euphorie de l'amour naissant que ressent Marie-Luce envers Émile. D'ailleurs, il y a une scène qui retranscrit parfaitement cette idée, c'est la scène où Marie-Luce, déguisée en Léo, se met à danser dans la rue parce que elle a eu enfin son moment avec Émile, elle a pu enfin lui parler et justement la musique retranscrit parfaitement cette émotion-là. Une autre séquence m'a marquée, celle de la soirée chez Chloé, où je trouve que les lumières sont vraiment bien maîtrisées. Tout le long du film, on retrouve beaucoup de jeux de mots, de clins d'œil faits à l'image grâce à des bouquins. Je pense que le plus gros exemple qu'on peut prendre, évidemment, c'est le fait que Marie-Luce étudie la pièce Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux en cours. Et du coup, ça fait vraiment écho à ce qui se passe dans le film, puisque dans la pièce, il y a aussi un jeu de déguisement, etc., qu'on retrouve justement dans ce film. Mais il y a aussi un lien entre les livres qu'elle peut lire et ses propres émotions. Par exemple, lors de la scène avant d'aller chez Chloé, elle est complètement désespérée parce que son père ne veut pas qu'elle y aille et elle se met à lire sur les crimes du désespoir. Voilà, ça fait un petit peu un jeu de mots au niveau de l'image, j'ai trouvé ça très drôle. Il y en a un petit peu partout dans le film et c'est sympa. Le film se concentre sur plein de thèmes différents, l'homosexualité, le harcèlement, mais également les liens familiaux. Marie-Luce a effectivement perdu sa maman très jeune et n'en a jamais parlé vraiment avec son père. Elle se sent pas vraiment écoutée parce qu'il préfère s'occuper de ses pensionnaires plutôt que d'elle-même. En fait, il fuit la conversation en travaillant. La plus belle pour aller danser, c'est aussi l'histoire d'une fille qui vit sans sa maman et d'un papa qui est désorienté parce qu'il sait pas comment lui parler. Je pourrais continuer ma critique, mais ce serait vous spoiler la fin du film et ce serait vraiment dommage. En 9e position, on retrouve le film Ghostland de Pascal Laugier sorti en 2018. Bess, Vera et leur maman vont s'installer dans la maison de leur tante récemment décédée. Une grande maison qui n'attire pas du tout Vera, contrairement à Bess qui souhaite continuer l'écriture durant son séjour et la maison l'inspire. Mais alors que la famille s'installe, un terrible drame se produit. 15 ans plus tard, nous retrouvons Bess, grande écrivaine, qui a réussi sa vie jusqu'au moment où elle reçoit un coup de téléphone de Vera qui lui demande de revenir dans la maison. Je crois que ça a été le film qui m'a donné la plus grosse claque cette année. Déjà, le film s'impose avec son ambiance pesante, les lumières, les couleurs sont assez ternes, ce qui permet de nous mettre dans l'ambiance. La musique a un rôle assez important, elle permet de rythmer les scènes sans pour autant être constamment présente, c'est assez fluide.
Le début du film se concentre sur ce qui s'est passé 15 ans auparavant dans cette maison, une nuit d'horreur pour toute la famille. Cette séquence m'a d'ailleurs marquée par sa mise en scène. En fait, on ne voit pas clairement ce qui se passe, on imagine. C'est un peu comme le cinéma de Jacques Tourneur, j'en parlais en début de vidéo, qui se base sur l'horreur qui se passe hors champ. Ici, on entend Vera crier, on ne sait pas ce que l'homme est en train de lui faire, mais on imagine et c'est pire, je trouve. Vera est tirée par cet inconnu, elle s'engouffre dans une sorte de tunnel noir qui la conduira en enfer. Je trouve que ce plan est esthétiquement très intéressant et surtout qu'il montre bien cette métaphore. Le film joue beaucoup avec nos émotions, notamment le passage entre cette nuit d'horreur et le présent avec Bess qui se réveille. Nous sommes aussi secoués qu'elle. Plus tard dans le film, on a également un jeu avec le spectateur, mais j'en parlerai pas parce que ça spoilerait le film et ce serait vraiment dommage. Au final, tout le long du film, on se pose vraiment pas mal de questions. Pourquoi Vera et sa mère sont restées dans cette maison alors qu'elles ont vécu une nuit horrible? Même pourquoi ne pas partir après tout ce temps? On voit tout de même que ça a touché beaucoup la santé mentale de Vera, mais également celle de la mère qui est devenue alcoolique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la transformation du visage de Bess au fur et à mesure du film. C'est très subtil, ça se fait petit à petit, et bien que le film continue, au bout d'un moment, on regarde le visage de Bess et on se dit mais il y a un souci là, c'était pas là ça avant. C'est un film qui se regarde plusieurs fois parce que justement il te retourne complètement le cerveau. D'ailleurs, c'est lors de mon deuxième visionnage que j'ai pu comprendre l'importance des sons dans le film. Mais une question me tourmente encore à l'heure actuelle. Qui est le petit garçon au début du film? Il a forcément son importance puisque c'est quand même le plan qui ouvre le film et surtout que Vera le regarde. Donc il a forcément son importance. Mais alors, pourquoi ? Après mes recherches, j'ai pu voir que c'était le fils du réalisateur, mais cependant, je suis sûre qu'il y a un autre message caché là-dessous. C'est obligé. Enfin bref, une énorme claque que je conseille vivement et on passe tout de suite à la 8e place de ce top. La 8e place est occupée par le film Get Out de Jordan Peele sorti en 2017. Chris est en couple depuis peu avec Rose. Il est un peu réticent de rencontrer les parents de Rose du fait de sa couleur de peau. Et l'ambiance dans cette grande maison renforce la peur de Chris. Mais la famille cache un plus lourd secret. J'ai beaucoup apprécié ce film pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un film de Jordan Peele et j'adore ce réalisateur. D'ailleurs, son prochain film sortira normalement fin 2024, je dis bien normalement. La musique est également un élément que j'ai beaucoup apprécié dans ce film. Dans la séquence d'ouverture du film, on remarque un décalage entre la musique proposée et les images qui sont montrées. Ce qui rend la musique flippante alors qu'elle ne l'est pas du tout de base. C'est pas vraiment anodin parce que si on se penche sur les autres films de Jordan Peele, on remarque qu'il aime particulièrement faire ce genre de choses. Dans son film Us, sorti en 2019, lorsque des clones vont entrer dans une maison pour tuer ses habitants, on retrouve ce même procédé. Nothing, guys. Jesus. The backup generator went on. We're just trying to figure it out. Go back to sleep. Just because we're in our rooms doesn't mean we're sleeping. Fine. I don't know. Go back to your rooms. Guys, we have to be out of here at 10 a.m. tomorrow sharp, so... Hello? Oh my god! Pour en revenir à la séquence d'ouverture de Get Out, on remarque que la musique, le refrain, ça dit run, autrement dit courir en français, désolé pour mon accent encore une fois, qui permet avec les images de donner un double sens, ce qui rend la scène encore plus flippante. Elle permet de donner un message d'alerte au personnage, celui de courir. J'ai beaucoup aimé aussi le plan où Chris rentre pour la première fois dans la maison des parents de Rose. On a une sorte de travelling arrière qui laisse apparaître la silhouette du jardinier, ce qui n'annonce clairement rien de bon. J'ai adoré aussi dans la continuité de cette séquence les plans de transition entre les pièces de la maison. Je pense qu'on appelle ça une transition volée, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Le jeu d'acteur est vraiment pas mal, surtout ceux des domestiques, des parents de Rose, qui arrivent à avoir un regard vide et des expressions assez neutres, ce qui renforce le côté étrange du film. Et d'ailleurs, en parlant d'étrange, c'est clairement le mot qui résume ce film. Je pense notamment à un certain moment où Chris va monter rejoindre Rose dans sa chambre et qu'il y a plein d'invités dans le salon, et quand Chris commence à monter les escaliers, tout le monde se tait et le regarde. C'est un film d'horreur qui dénonce le racisme, je vais pas vous spoiler, mais si Chris est rentré dans cette maison, ce n'est pas par hasard. Je vous invite grandement à le voir, ainsi que le film Us et Nope du même réalisateur.
En 7ème position de ce classement, on retrouve Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, sorti en 2022. Marie et Alain visitent une maison qui contient un terrible secret, un tunnel. Après l'avoir acheté, Marie développe une obsession qui risque de virer au drame. J'adore le cinéma de Quentin Dupieux et Incroyable mais vrai est l'un de mes films préférés. J'ai beaucoup aimé le fait que l'on joue avec l'attente du spectateur à propos du secret de la maison. Et ça commence directement avec la séquence d'ouverture. Dans cette séquence, on retrouve le couple en train d'expliquer la situation à quelqu'un, on ne sait pas encore de qui il s'agit, et surtout Alain va s'apprêter à cracher le morceau, et c'est là que le générique avec la musique se lance. Je tente quand même, je me lance. Un peu plus loin dans le film, on continue de faire attendre le spectateur avec notamment le personnage de l'agent immobilier. Il retarde constamment le sujet, on ne sait toujours pas ce qui se passe quand vous passez dans ce tunnel. D'ailleurs, dans cette scène, le personnage de Marie joue également celui du spectateur. En effet, nous, on peut être agacé de ne pas savoir ce qui se passe quand on passe dans ce tunnel. Et ben Marie aussi est très agacée de ne pas savoir. Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose. Bah dites-nous quoi, merde. Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Comme dans tous les films de Dupieux, on retrouve pas mal d'humour. Lors de leur premier passage dans le tunnel, Alain a une réaction qui m'a fait mourir de rire. Il a regardé tout de suite le ciel et il a pas compris. Bref, ça m'a fait rire. Il y a aussi le personnage de Jeanne qui est très caricaturé et c'est très très drôle à voir. Comment... Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. La manière de filmer est étrange parfois, il y a un côté voyeur dans le film. Je pense notamment à l'un des premiers plans du film où en fait la caméra filme le couple à travers un grillage. Donc ça fait comme si on était en train d'espionner les personnages. Le film parle du temps qui passe et la manière dont on le ressent. C'est vrai qu'on a un personnage qui a peur de vieillir dans le film et c'est vrai qu'en tant que femme, parfois on a une pression pour rester jeune et belle le plus longtemps possible. Face à cela, on a un personnage qui consomme énormément les relations et les voitures. Il a aussi la peur de la performance, il pense que sa masculinité se retranscrit qu'à travers ce qu'il a entre les jambes. Face à ces deux personnages, on a un autre personnage qui accepte que le temps se passe, qui accepte de vieillir, ce qui offre un dernier plan assez émouvant. La 6ème position de ce top est occupée par le film Didier d'Alain Chabat, sorti en 1997. On va suivre l'histoire de Jean-Pierre qui accepte de garder le chien de sa sœur pendant son séjour. Jean-Pierre va donc commencer à s'occuper de Didier. Et tout se passe plutôt bien, jusqu'au lendemain. En se levant, Jean-Pierre va découvrir un homme nu dans le panier de Didier. C'est un titre qui m'a beaucoup fait rire, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top, mais aussi parce que j'adore le jeu d'acteur d'Alain Chabat, et je pense me faire d'ailleurs sa filmographie dans peu de temps. Au niveau du scénario, je le trouve vachement original. Faut dire que voir un film où un chien se transforme en humain, on n'en voit pas tous les jours. D'ailleurs, la séquence d'ouverture est vraiment pas mal. Elle est assez courte et elle permet d'introduire directement l'intrigue principale. La manière de filmer est plutôt intéressante, surtout quelques plans au début du film où on a le point de vue du chien Didier. Ça permet de nous rapprocher de manière originale du personnage. Le jeu d'acteur d'Alain Chabat est vraiment incroyable, j'ai rien à dire dessus. Franchement, j'ai l'impression d'avoir un chien, alors que c'est Alain Chabat. J'ai trop de confusion dans ma tête. C'est vraiment bien travaillé, surtout au niveau du son, même s'il a été aidé par quelques bruitages. Mais sinon, au niveau de la gestuelle et du regard, j'ai l'impression d'être face à un chien, c'est incroyable. Je pense d'ailleurs que cette complexité est annoncée dès le début du film, avec le personnage de Charlie joué par Lionel Abelansky. Dans une des scènes, il n'arrête pas de dire que Didier n'est pas un nom de chien et qu'il trouve cela bizarre. Spécial. Je vois pas ce que ça a de spécial. Jean-Pierre, ça a de spécial que ça a de spécial. Me fais pas le mec qui trouve tout normal. Je vois pas pourquoi Didier ce serait plus spécial que Médor. Petit aparté parce que je pense que ce n'est pas vraiment une référence, mais en voyant la scène de transformation du chien, ça m'a vraiment fait penser au film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg au niveau des lumières. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment devant ce film et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. On retrouve à la 5e position le film Alibi.com, réalisé par Philippe Lachaud, sorti en 2023. L'équipe d'Alibi.com est de retour. Greg va se marier avec Flo, mais cette dernière veut rencontrer les parents atypiques de Greg. L'équipe d'Alibi.com va inventer tout un stratagème pour que cette rencontre n'ait jamais lieu.
très surprise parce que j'ai passé un très bon moment devant ce film. En allant le voir en salle, je me suis dit que j'allais juste passer le temps. C'est vrai qu'en fait, je l'ai regardé pour attendre mon train. Mais j'étais super surprise parce que j'ai passé un très bon moment devant. Alibi.com 2 fait partie des très rares suites qui sont meilleures que le premier opus. J'ai clairement passé un meilleur moment devant ce film que lors du premier, qui était déjà très bon. La séquence d'ouverture est une sorte de rappel au premier film, c'est assez utile quand tu fais une suite 6 ans après le premier film, mais aussi ça nous rappelle un petit peu les premiers plans qui ont été élaborés dans le film précédent. Il faut dire que c'est agréable de retrouver notre équipe de choc, Philippe Lachaud, Tariq Boudali et Julien Arruti. Petit aparté, il s'agit encore là de mon avis personnel, mais je trouve que la bande à Fifi renouvelle peu à peu la comédie française, en ayant des scénarios originaux mais également des personnages comiques. Au niveau du casting, je trouve qu'il a parfaitement été élaboré. On retrouve Ariel Dombal en mère excentrique, mais qui de mieux que Gérard Jugnot pour jouer le rôle d'un père escroc assez nerveux. Le film est bourré de références aux autres films de Philippe Lachaud, notamment lors des scènes de journal télévisé où on voit en gros titre des références au film Babysitting. J'ai bien aimé le montage que je trouve vraiment très dynamique, notamment lors de la séquence d'ouverture, mais aussi lors de la séquence du mariage. Même si on remarque quelques faux raccords par-ci par-là, il faut bien remarquer qu'Alibi.com 2 a bien marqué l'année 2023 et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. En 4e position, c'est un court-métrage que l'on retrouve et c'est Junior de Julia Ducournau sorti en 2011. Justine est une jeune adolescente assez garçon manqué. Elle se fait d'ailleurs appeler Junior par son entourage. Justine se sent plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles. Mais un jour, elle va tomber malade. C'est le seul court-métrage de ce top, encore une œuvre de Julia Ducournau, où l'on retrouve du body horror. Ça commence par des bruits de ventre, comme si elle était malade, mais en fait, c'est sa transformation qui débute. C'est aussi sa peau qui commence à peler, puis craquer. Elle peut carrément glisser des doigts à l'intérieur de sa peau. Évidemment, on va assez vite faire le lien entre sa transformation et la puberté. Ici, la puberté est vue comme une maladie. Du moins du point de vue de Justine. C'est quelque chose qu'elle semble subir. On ne naît pas fille, on le devient. Ici, le court-métrage ne parle pas le fait de devenir une femme. Il parle du fait de prendre conscience pour Justine de sa différence avec ses amis garçons. C'est une fille. Et accepter ça, ça se fait au moment de la puberté. C'est là où on voit les grosses différences entre les sexes. D'un point de vue technique, j'ai beaucoup aimé le générique que je trouve très rythmé parce qu'il y a une musique rock, ça me fait penser aussi au côté rebelle de Justine justement, mais aussi comme il est rythmé, ça nous met tout de suite dans le bain. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'une des scènes qui reprend quelques codes du cinéma d'horreur. La maman de Justine entend des bruits le soir chez elle et elle décide de chercher d'où proviennent ces bruits. Et c'est là qu'elle découvre Justine agenouillée devant les toilettes, en train de trembler, complètement décomposée. On a la montée des escaliers qui fait monter la tension, mais aussi la musique qui devient inquiétante. Et le fait qu'on soit dans le noir, ça renforce la peur. Puis surtout, cette vision d'horreur de Justine, elle est comme possédée. Si vous ne connaissiez pas ce court-métrage, il me semble qu'il est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à le regarder. On arrive bientôt à la première place, là on rentre dans le podium. Et à la 3e place, on retrouve le film Suspiria de Dario Argento, sorti en 1977. On va suivre l'histoire de Suzy, une jeune américaine qui arrive en Allemagne pour intégrer une école de danse. Mais dès son arrivée, Suzy fait face à d'étranges phénomènes et va très vite se rendre compte que cette école a un lourd secret. Et le podium commence très bien avec ce film. J'ai beaucoup aimé la sensibilité que retransmet l'actrice Jessica Harper qui joue Suzy. Ça permet de nous accrocher au personnage de Suzy plus rapidement. Le scénario tient vraiment la route et crée le suspense tout le long du film. Le réalisateur utilise beaucoup de musique, notamment des leitmotivs qui en disent long sur la suite du film. C'est aussi quelqu'un qui s'amuse avec les couleurs mais également les lumières. Rien que dans la première scène, quand Suzy arrive à l'aéroport, on retrouve beaucoup de lumière rouge, ce qui est généralement mauvais signe, surtout dans un film d'horreur. En fait, c'est en arrivant en Allemagne que son cauchemar va commencer. Il y a aussi quelques petits clins d'œil que j'ai remarqué lors de mon 2e visionnage, notamment un poster où on retrouve une forêt et en fait, on va retrouver cette forêt un peu plus tard dans le film, où il y a une fille qui sera complètement perdue dans cette forêt. Je pense vraiment que c'est pas anodin parce qu'on retrouve ce même poster quelques scènes après. La couleur rouge est omniprésente dans ce film, notamment à travers les costumes. Lors de la première séquence, quand Suzy est à l'aéroport, après les lumières rouges, les lumières redeviennent normales, mais au niveau des costumes, on remarque que les figurants portent du rouge, alors que Suzy est tout en blanc. Une couleur qui signifie la pureté, mais aussi l'espoir, parce que je le rappelle, Suzy arrive en Allemagne avec beaucoup d'espoir, celui de réussir l'école. On retrouve aussi beaucoup la couleur rouge dans les éléments du décor, par exemple les murs de l'école
en tout cas extérieures, sont rouges. La couleur des dortoirs est rouge. Il y a trop de rouge dans ce film, c'est pas possible. On retrouve aussi un élément du code du film d'horreur, encore une fois, le mauvais temps. Ici, il y a beaucoup d'orage. Et qui dit orage au cinéma dit jeu de lumière, évidemment. Et d'ailleurs, ils sont très bien réussis. Je suis super sensible à tout ce qui est lumière, mais surtout la colorimétrie des films, et c'est pour ça que j'ai mis ce film dans ce top. À la deuxième place du podium, on retrouve le film Bonne Conduite, réalisé par Jonathan Barré, sorti en 2023. On va suivre l'histoire de Pauline, qui s'occupe de faire passer des stages aux personnes qui ont perdu des points sur leur permis de conduire. Mais le soir, elle change de comportement. Le soir, elle prend sa voiture et tue des chauffards. Mais une nuit, rien ne va se passer comme prévu. Pour commencer, parlons de la séquence d'ouverture qui est juste incroyable. Un écran noir, le rythme de la musique qui ne fait que monter. On a déjà une sorte de tension qui est en train de se créer alors qu'on n'a même pas d'image. Ensuite vient le premier plan du film où on entend le souffle de Pauline qui est joué par l'excellente Laure Calamy. Pauline est au volant de sa voiture et ce plan associé au son nous donne l'impression que nous sommes avec elle dans la voiture. Sur le plan suivant, on entend le bruit des gants qui se serrent sur le volant, ce qui renforce la tension. Dès cette séquence et dans toute celle de nuit, on remarque un jeu de lumière très intéressant qui crée une très belle esthétique. Cependant, le film annonce la couleur, il y a un peu d'humour. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette séquence, elle galère à mettre sa ceinture. Ça nous coupe dans la tension sans en faire trop, et en tout cas, le spectateur est prévenu. D'ailleurs, dans la suite de la séquence, le fait qu'on ait une musique très kitsch et aussi un dernier plan sur la tête de l'homme au visage complètement déformé renforce le côté comique. Mais on retiendra surtout le duo de choc des deux policiers super nuls, le Palmacho. Une séquence m'a marqué plus que d'autres, c'est celle où elle renverse la voiture d'un chauffard, la voiture tombe d'une falaise et elle regarde la voiture brûler. On a alors un très gros plan sur les yeux de Pauline et on peut y voir des flammes. Non seulement je trouve que son regard fait super flipper à ce moment-là, mais surtout que les flammes dans ses yeux peuvent renvoyer à l'enfer, les flammes de l'enfer. Et donc symboliser le côté diabolique de Pauline. Au niveau du scénario, je trouve l'intrigue principale originale et en tout cas ça fait du bien de voir une femme jouer une psychopathe. Et aussi les petites intrigues à côté sont pertinentes. Le personnage de Pauline est très solide, on a affaire à une vraie serial killeuse qui collectionne les sigles des voitures qu'elle renverse. On apprend aussi pourquoi elle est comme ça, mais surtout ses joies, ses désillusions et aussi d'où vient sa folie. Pauline ne voit pas le mal qu'elle cause. Je pense d'ailleurs qu'elle se prend pour une super héroïne. Elle a une voiture spéciale, un équipement spécial, mais aussi une tenue spéciale. En y repensant, je voyais vraiment pas une autre actrice qui pouvait jouer ce rôle que Laure Calamy. Et d'ailleurs, dans l'une des dernières séquences de fin, on peut voir tout son talent. Les musiques sont super folles et permettent une immersion complète dans le film. Le film dénonce une certaine misogynie, et cela dès le début du film. Quand Pauline explique certaines choses lors d'une séance de récupération de points, Jean-Yves Lapique ne semble pas trop l'écouter. Et vu son comportement, on sait clairement que si ça avait été un homme à la place de Pauline, il aurait été beaucoup plus à l'écoute. Un peu plus tard dans le film, on retrouve à peu près le même exemple avec un autre personnage, beaucoup plus prononcé cette fois-ci par contre, le personnage de Michel, un vrai loupard qui ne fait que des réflexions misogynes. Le film détourne ce genre de comportement en tournant ces hommes au ridicule. Je pourrais parler de ce film pendant des heures, mais je pense que vous voulez enfin savoir qui occupe la première place de ce top. Et la première place de ce top est occupée par le film Chronique d'une liaison passagère, réalisé par Emmanuel Mouret, sorti en 2022. On va suivre l'histoire de Charlotte, une mère célibataire, et de Simon, un homme marié. Ensemble, ils vont avoir une relation. Ils ne souhaitent pas tomber amoureux l'un de l'autre, juste se laisser porter et profiter un maximum de leur ressenti. Mais ils vont se rendre compte qu'ils risquent de s'attacher beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Un très beau film et c'est pour ça que j'ai mis à la première place de ce top. Il parle d'amour sous toutes ses formes. Les deux personnages parlent énormément ensemble. C'est vrai, il y a beaucoup de discussions. Ça porte généralement sur l'amour, sur leur vision de l'amour, et ça donne lieu à des conversations très intéressantes. Comme le titre l'indique, ce film est découpé en plusieurs parties, comme dans un journal. Les parties sont en fait les dates où le couple se rejoint. On a tout de même deux personnages très différents. Charlotte est une femme assez épanouie qui se laisse aller, tandis que Simon est un homme un peu plus réservé, un peu plus timide, voire même stressé.
il pense surtout à ce qu'on peut penser de lui et surtout à sa femme. En fait, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. En fait, le film montre qu'effectivement, avec ses personnages, les opposés s'attirent. Je dirais qu'il s'agit plutôt d'un film contemplatif. On a des plans très longs, mais surtout des conversations très longues. Les conversations entre les deux amants sont très longues et parlent surtout de la condition humaine, mais surtout de l'amour. J'ai beaucoup aimé les plans où les ombres des personnages sont mises en avant. Parfois même, les ombres et les personnages s'entremêlent. On ne sait pas à quoi nous avons affaire. Est-ce que c'est à l'ombre du personnage ou c'est au personnage lui-même? J'ai beaucoup apprécié la musique du générique, qui est La Javanaise. Alors c'est pas la version de Gainsbourg malheureusement, c'est une reprise. Elle est très jolie cependant. Je trouve que cette musique a été parfaitement choisie parce qu'elle parle d'amour éphémère et là on est sur une liaison passagère comme indique le titre du film. Mais surtout ça reflète les questions qu'on se pose durant le film. Combien de temps leur relation va-t-elle durer? Est-ce que l'amour c'est éphémère au final? Est-ce que l'amour dure une éternité? Est-ce que l'amour c'est aimer plusieurs personnes au final dans sa vie ou une seule? C'est un film super poétique que je recommande vivement. Et c'est ainsi que ce top se conclut. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu le remarquer, si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai eu un micro récemment. J'espère que ça va niveau son. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pas que le son, hein. En général, je veux dire. N'hésitez pas à me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre top meilleur film que vous avez vu en 2023 en commentaire. Je suis très curieuse. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.